curcuma. Cet épisode est réalisé en partenariat avec la marque Sanoflore dont je vous ai déjà parlé pour ses formules thérapeutiques à base d'huiles essentielles développées dans le Vercors et pour son engagement auprès d'agriculteurs locaux qui travaillent sur des terres bio depuis plus de 20 ans. Sanoflore agit également pour minimiser son impact environnemental en réutilisant tous les déchets liés à la distillation, en utilisant une eau de source locale du Vercors et en privilégiant des matériaux recyclés et recyclables. Plus aucune notice d'utilisation depuis 2015 et le développement d'éco-recharge. Pour Noël, ils sortent 4 coffrets éco-responsables sans plastique à offrir ou à s'offrir et qui ne nécessitent aucun emballage cadeau supplémentaire. Un coffret généreux avec un soin ainsi qu'un format voyage offert. Vous pouvez retrouver la marque en boutique bio, pharmacie ou parapharmacie et avec le code CURCUMA20, vous bénéficiez toujours de 20% de réduction sur l'ensemble du site Sanoflore. Très bonne écoute. Je suis en compagnie de Dora Moutot, elle est journaliste et auteure. Elle est à l'origine du compte Instagram Tajoui qui libère la parole et la jouissance des femmes, mais aussi d'un compte qui traite du microbiote. Car Dora souffre d'un mal peu connu, le SIBO, une pullulation bactérienne de l'intestin grêle qui empoisonne le corps autant que la vie. Elle y a consacré un livre à fleur de paix, où elle raconte son parcours et ses recherches pour sortir de cet enfer gazeux et très mal diagnostiqué. Bonjour Dora. Coucou. Peux-tu nous en dire un peu plus sur toi, ton parcours ? Alors, je m'appelle Dora Moutot, j'ai 32 ans. En fait, je viens comme toi du monde de la mode. J'ai été formée au stylisme, modélisme. Et puis, en fait, très très rapidement, je me suis rendu compte que c'est pas du tout mon truc. En fait, l'industrie de la mode... que créer du vêtement, ça ne m'intéressait pas parce que finalement je trouvais pas beaucoup de sens là-dedans, mais j'avais envie de parler en fait de créateurs et en fait de toute la démarche intellectuelle qu'il y avait derrière. Donc en fait je suis devenue journaliste dans la mode. Il y a eu un moment dans ma vie, je suis tombée malade et même en tant que journaliste de mode, je m'y suis plus retrouvée parce que au lieu de m'intéresser à l'allure en fait et à l'enveloppe, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, que ce soit en termes d'organes ou d'émotions. Peu à peu, je suis devenue une journaliste en fait santé et une journaliste de l'émotionnel, j'ai envie de dire, un peu entre le cul entre les deux quoi. Ça t'a pris combien de temps la transition ? La transition, je dirais que là, ça fait 3-4 ans que j'ai commencé à me diriger vers là. Ça a été progressif. À l'époque, j'étais rédac chef adjointe chez Combini. Donc, j'avais déjà décroché du monde de la mode, mais j'étais encore dans ce monde ultra web, ultra pop culture, où on produisait énormément d'articles à la chaîne. Et en fait, il y a un moment, quand je suis tombée malade, j'ai commencé à rechercher énormément d'informations pour aller mieux. Et cette information-là, je la trouvais finalement dure à trouver. Et je trouvais que c'était une information qui avait une valeur beaucoup plus profonde que tous les articles à l'appel qu'on pouvait produire chez Combini. Et je me suis dit, ça a plus de sens pour moi que ce que je fais. Et à ce moment-là, j'ai quitté mon poste et je me suis dit, en fait, j'ai envie d'écrire un livre sur cette maladie donc, que j'ai, qui s'appelle le SIBO, qui est donc cette maladie du microbiote, qui est très très peu connue en France. Et je me suis dit, si je veux produire de l'information, je préfère que ce soit une information qui serve peut-être à une niche, à très peu de gens, mais que ça change véritablement leur vie, que ça leur ouvre une porte, que ce soit une petite révolution pour eux, parce que trouver un diagnostic, c'est quand même une petite révolution quand ça fait des années que tu es en errance médicale. J'ai écrit à des éditeurs un peu au culot en me disant voilà, j'ai un truc à vous proposer. J'ai aussi démarché des boîtes de production parce que j'avais l'idée de le développer aussi en documentaire sur les thérapies du microbiote, parce que j'avais développé une expertise à travers les années sur ce sujet. Assez rapidement, les choses se sont alignées et ça a fonctionné. C'est-à-dire que j'ai signé un livre et en même temps j'ai signé un docu qui sortira sur Arte en 2020. Super. Voilà. Et du coup, avant de te lancer dans la santé, tu avais déjà lancé une page Instagram, le compte Tajoui ? Oui, alors le compte Tajoui, alors ça aussi c'est arrivé après Combini. C'est arrivé après pas mal de frustration de ma part. En fait, je me suis rendu compte que même dans le monde du travail, en tant que femme et en tant que féministe, en fait, on me censurait tout le temps. Même dans des médias qui se disent plus ou moins progressistes, plus ou moins féministes, que ce soit la presse féminine ou la presse web. En fait, j'ai commencé à me dire, mais en fait, je peux vraiment pas dire ce que je veux. Enfin, c'est pas possible. Et je crois que Tajoui est quelque part né de cette frustration où il y a eu un moment, j'ai eu une idée, j'avais une frustration autour de ma propre vie sexuelle déjà, où je me disais mais c'est quand même incroyable, j'ai plus de 30 balais, ça va pas du tout. Finalement, je crois que je vis une forme de misère sexuelle.
chaque fois que j'en discutais avec des hommes, j'ai l'impression qu'ils ne comprenaient pas du tout. C'était moi qui en demandais trop, c'était moi le problème. Et quand j'en discutais aussi avec des amis, en fait, je me rendais compte que mes amies, elles me parlaient de cul comme si elles étaient dans un film de cul. Donc elles me disaient « Ah, c'était génial, et il m'a pris, et machin, et truc. » Et après, je m'amusais toujours à dire à mes potes « Non, mais t'as joui ?» Et mes potes disaient « Non. » Voilà, donc en fait, il y a eu cette réflexion qui s'est faite dans ma tête. Et puis j'ai fait une story sur mon compte Instagram privé et ça a eu une résonance absolument incroyable. C'est-à-dire que je fais plein de stories un peu à la con avec mon flux de pensée tous les jours. Et là, cette story-là, tout d'un coup, j'avais des centaines de femmes qui se sont mis à me répondre, à me dire qu'en fait, elles aussi, sexuellement, finalement, elles vivaient une forme de misère sexuelle. Ça ne veut pas dire qu'elles ne couchent pas avec plein de monde, mais ça veut dire qu'il y a une misère, quoi qu'il arrive, en termes de qualité. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Et donc, j'ai lancé ce compte Instagram T'as joui, qui est un truc entre sexo et sociaux, quoi. Et là, explosion totale. En moins d'une journée, je passe de 0 à 10 000 followers et en moins d'un mois à 100 000 followers et un an après à 500 000. Ouais, c'est incroyable. Incroyable. Donc il y a un réel sujet à développer, quoi. C'est ça, ma misère sexuelle n'était pas que la mienne. Non. En fait, on vit dans un monde où on est très entouré, mais finalement, toujours un peu seul, quoi. Bah oui, on discute pas des vraies choses, en fait. Non. Les gens ont honte, et surtout les femmes ont honte tout le temps. Les femmes ont honte de pas prendre de plaisir, les femmes ont honte d'être elles-mêmes, les femmes ont honte de ressentir. Enfin, moi, j'en ai marre d'avoir honte, en fait. Ouais, bien sûr. Voilà. Et du coup, tu traites de quoi dedans, dans ta page ? Tu parles de tout c'est des flux de pensée aussi ? Non, sur ma page perso ou sur le compte T'as joui, ouais. Sur T'as joui, ça parle surtout de sexualité et de féminisme, en fait. Donc pour moi, le but, c'est que ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a plein de femmes qui sont pas en conscience, dans le sens où elles se rendent pas compte qu'il y a plein de situations qui sont anormales. Et il y a tellement de trucs qu'on a intégrés comme des banalités. Par exemple, quand un homme quand un homme éjacule, l'homme parfois, ou beaucoup d'hommes, du moins pas tous évidemment, certains vont se retourner dans le lit et puis c'est terminé. Et puis en fait, la fille a pas forcément joui. Et on considère que si elle a pas joui, l'acte est terminé, c'est pas bien grave. Lorsqu'un homme, on le laisserait jamais dans cette frustration-là. Il va toujours nous dire non mais attends, tu me laisses tout seul, j'ai les couilles bleues maintenant, ça se fait pas, tu m'as chauffé, t'as truc, t'as machin. Lorsqu'en tant que femme, en fait, on dit un peu rien. On est là genre ah bon, ok. Je veux dire, c'est complètement anormal. C'est pas parce que l'homme ne peut plus bander ensuite qu'il peut pas faire un effort pour que toi t'ailles jusqu'au bout. Il y a plein de trucs comme ça, par exemple même au niveau de la contraception. À quel moment on a accepté que la contraception, la bombe chimique, c'est nous qui nous la prenons, lorsqu'en fait c'est eux qui émettent le sperme qui a la possibilité de nous faire tomber enceinte. Enfin, en fait, même là, il y a un problème de logique profonde. Tandis que le Viagra existe, donc on a créé dans l'industrie pharmaceutique de quoi faire en sorte que les hommes bandent plus fort. Pour, par contre, augmenter la libido des femmes, il n'y a pas grand-chose, mais pour empêcher les femmes de tomber... Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui, pour moi, sont pas cohérentes. Non, sont pas très cohérentes, même si la pilule, évidemment, aide énormément de femmes et a aidé, et ça a été une révolution féministe, etc. Je pense que... il faut quand même savoir ce qu'on gobe, quoi. Exactement. Et par exemple, en parlant de microbiote, la pilule, c'est pas toujours génial. Mais bref, en tout cas, il y a plein de choses qui sont comme ça, des acquis, qui se présentent comme des acquis, comme des choses, c'est comme ça, et point à la ligne, et on n'en discute plus, que moi, j'ai envie vraiment de remettre sur la table. Ce monde patriarcal, quand même, dans lequel on vit, je trouve qu'il est extrêmement installé dans la vie intime, que ce soit dans la vie sexuelle ou dans la vie émotionnelle des femmes. Il y a des blessures de l'intime qui sont extrêmement profondes, et on parle beaucoup de patriarcat dans la vie publique, dans le harcèlement de rue, dans l'égalité des salaires, dans tout ça, sauf que pour moi, le féminisme, c'est un grand arbre, et on est en train de s'occuper des branches de l'arbre visibles, et il faut qu'il y ait des femmes qui soient sur ce front-là, mais je pense que pour que l'arbre soit soigné, il faut vraiment aller dans les racines, et c'est un peu mon propos, en fait. Donc voilà. Qui a beaucoup de résonance, visiblement. Oui. Écoute, merci. Est-ce que tu peux nous parler du début de ta maladie, des prémices Ouais, alors il y a 10 ans, donc j'ai à peu près 22 ans, tout d'un coup, d'un jour à l'autre, je commence à avoir des ballonnements et des gaz. Lorsque jusqu'à là, moi j'avais une digestion, aucun problème. Hein. Vraiment, la meuf elle se fout aux toilettes, en une seconde c'est réglé, pas de problème de transit, enfin vraiment une enfance, une adolescence sans aucun problème à ce niveau-là. Et en fait, ces problèmes de digestion commencent après une prise d'antibiotiques pendant 6 mois pour des cystites. Donc j'avais déjà
des problèmes de cystite et donc aussi d'infection urinaire à répétition, avec donc un problème déjà de microbiote de ce côté-là, parce que il y avait des bactéries pathogènes de ce côté-là. Donc, un médecin un peu inconscient me donne 6 mois d'antibiotiques sans aucun probiotique, sans rien d'autre. Et moi, à l'époque, j'ai 22 ans, j'y connais rien à la santé. Je gobe ces antibiotiques et effectivement, ça éradique pour moi à vie le problème des cystites. Mais commence un autre problème qui est que ces antibiotiques ont complètement cassé ma flore intestinale et que donc, je me retrouve avec une flore très appauvrie. Les problèmes commencent et puis je m'achève en partant en Inde. Et en chopant une tourista. Ouais. Donc j'ai en plus une bactérie pathogène qui vient se mettre là par-dessus lorsque le microbiote est déjà affaibli. Et à ce moment-là, je ne m'en remettrai jamais. Je reviens d'Inde et ma digestion devient un enfer. J'ai mal quoi que je mange, je ballonne, j'ai des gaz, mais des gaz à ne plus en pouvoir. Des gaz qui sont à la fois odorants, génial, super sexy, et en même temps bruyants, en même temps douloureux. Et ma vie se transforme en une usine à gaz. Je ne comprends pas du tout ce qui m'arrive. J'essaye de suivre le sans gluten, sans lactose, sans tout ça. Rien ne fonctionne. Je vais voir des médecins, on me dit colopathie fonctionnelle. Bon ben, vous avez rien. On me regarde si j'ai on fait une coloscopie, on regarde si j'ai un cancer du côlon, on regarde si j'ai une maladie de Crohn. Je n'ai rien, vous n'avez rien, c'est dans votre tête, c'est psychosomatique, faites du yoga, déstressez, et puis ça ira. Je reste avec ce problème, mais en fait, plus ça va, plus je suis quelqu'un d'handicapé. Socialement, c'est plus possible. Ouais, bien sûr. Avec mon mec de l'époque, ça se termine, parce que je peux plus. Enfin, il y a un moment, il faut que j'évacue. Voilà. Je commence à développer une constipation. En fait, plus rien ne sort tellement j'ai de gaz. Enfin, les selles sont bloquées. J'ai des nausées, j'ai des migraines sans arrêt. Je développe une fatigue chronique. Je suis une larve. Enfin, vraiment, je ne peux plus rien faire. Et je vois ma vie s'écrouler peu à peu. Je suis obligée de travailler en freelance parce que c'est l'enfer pour moi d'être entourée de gens. J'étais quelqu'un d'assez social. Je commence à devenir introvertie et solitaire. Je tombe en dépression et surtout on continue à me dire que c'est dans ma tête. Ouais, alors que c'est quoi normalement le nombre de flatulences pour un humain normal? Alors on dit que jusqu'à 14 gaz par jour c'est normal. Ouais. 14 gaz, c'est très précis. Ouais, c'est ce qu'on dit. Voilà, on dit ça. Les scientifiques disent ça, 14 gaz. Lorsque moi j'en étais, je sais même pas, je pouvais produire 100 à 300 gaz par jour. Hein. Ouais, c'est hyper invalidant. Quoi. Hyper invalidant, non mais une catastrophe. Et puis même la douleur, l'inflammation de l'intestin, la constipation, il y en a qui sont en diarrhée aussi, ça dépend, mais j'alternais, et puis après c'est devenu que de la constipation. Je passe plusieurs années comme ça à pas savoir ce qui se passe, à essayer de faire de l'hypnose, à prendre des antidépresseurs, à suivre aussi, on me donne des laxatifs, je deviens accro aux laxatifs, au lavement, et puis je suis ce que me dit la médecine conventionnelle qui finalement ne peut pas grand-chose pour moi. Et puis arrive un moment où je ne sais pas ce qui se passe. J'ai une sorte de ras-le-bol, de déclic. Je commence à avoir la rage parce que je me retrouve face à des médecins que j'estime totalement incompétents, qui me demandent si j'ai des troubles psychiatriques, qui me disent aussi que, qui ont vraiment un dialogue de comptoir PMU en me disant que oui, mais les femmes qui ont ça, c'est souvent qu'elles ont subi un inceste dans leur enfance, donc il faudrait aller chercher de ce côté-là. Donc il y a quand même des mecs, des chefs voilà, ça va très très loin. Donc des mecs qui sont chefs de service dans des grands hôpitaux parisiens qui osent me dire un truc pareil. Au lieu de dire je ne sais pas, j'ai pas de solution. Exactement, et ils te balancent ça dans la gueule, ce qui me choque. Donc j'appelle ma mère, je lui dis mais maman, est-ce que je me suis fait violer ? Moi j'en suis sûre qu'il ne m'est jamais rien arrivé. Et le mec essaye vraiment de m'insinuer que si, ça doit venir de là. Donc c'est terrible. Voilà, hyper terrible. Et puis à un moment, j'ai plus confiance. Je me dis, mais ces gens-là ne cherchent pas. En fait, mon cas ne les intéresse de toute façon pas. Et je sais pas, j'ai une sorte d'énergie hyper forte qui se développe. Et je me mets à acheter 30-40 livres. D'anatomie, de microbiologie, de biologie, de naturopathie, de phyto. Et je commence à lire en me disant je ne peux pas rester dans cette situation parce que je vais me suicider. Et soit je trouve au moins quelque chose pour me soulager, soit en fait je vais sauter par la fenêtre parce que ça devient invivable. Et j'ai cette énergie ultra forte, ultra positive, créatrice. Et en lisant, je lis qu'il y a cette maladie qui s'appelle le SIBO, donc Small Intestinal Bacterial Overgrowth, qui est une pullulation bactérienne de l'intestin grêle. Et là, je me dis, moi, je me suis toujours sentie infectée. En fait, je suis revenue d'Inde depuis ces problèmes d'antibio.
Ce que je dis aux médecins, c'est je crois que j'ai un ver, je crois que j'ai un alien dans le ventre, ce n'est pas moi, ça ne peut pas être moi qui produit autant de gaz. Tout simplement, je me pose une question débile, c'est je n'avale pas de l'air toute la journée. D'où proviennent ces gaz? Chimiquement, qu'est-ce qui se passe? Enfin, faut pas être un génie pour comprendre qu'il y a une réaction chimique à l'intérieur qui s'opère, qui est complètement incontrôlée par moi. Et donc, je me dis, je vais comprendre cette réaction chimique. Voilà. Et à l'époque, je me fais pas confiance parce que je suis une nana de la mode, journaliste de mode, et je pense que je n'ai aucune capacité de compréhension scientifique. Parce qu'on m'a toujours dit que j'étais pas scientifique, que j'étais une littéraire, que j'étais une artistique. Et tout mon parcours m'a prouvé que c'était 100% faux, que c'était des fausses croyances sur moi-même. Oui. Et ça, pour moi, ça a été assez révolutionnaire de me dire qu'en lisant juste et en prenant des notes, en googlant, j'étais complètement capable de comprendre toute l'anatomie, le fonctionnement, les enzymes, le fonctionnement de l'immunité. J'ai tout compris. Et une fois que j'ai compris et que j'ai compris que c'était un problème de microbiote, je me suis passionnée pour ce sujet parce que je trouve que c'est vraiment une sorte de nouvelle frontière dans la médecine. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant, hyper passionnant. Ça m'a remis en question profondément dans ma vie, dans le sens où je ne savais pas que je faisais partie intégrante de la nature. Je ne savais pas que j'étais une sorte de... Souvent, je dis, je pète donc nous sommes. Parce que finalement, c'est moi et tout un tas de micro-organismes, que ce soit virus, champignons, bactéries, phages, etc., qui font un humain. Et pour moi, ça a été... Waouh! C'est hyper libérateur de te dire que tu as les clés en main. Enfin, j'ai vécu exactement la même situation. Je me suis retrouvée avec mes piles de livres à me dire bon, maintenant je vais en découdre, je vais voir comment je fonctionne et on va avancer. Parce qu'il faut trouver des solutions quand on te les donne pas. Oui, exactement. Et c'est hyper libérateur de dire que déjà tu comprends, déjà tu peux remettre un médecin en question et que finalement aujourd'hui... On est tous des humains, bien sûr, on n'a pas la science infuse sur tous les domaines, donc on peut dire à un moment donné je ne sais pas. Exactement. Et ça t'aurait, je pense, sauvé. Aidé, ouais. Hyper aidé. Si les médecins avaient été assez humbles, mais j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération de médecins plus jeunes qui le sont, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une génération de médecins plus âgés, tout puissants, qui malheureusement sont encore dans des postures extrêmement privilégiées, qui se remettent pas beaucoup en question et qui ont finalement peut-être peu d'empathie. Et aussi peu de compréhension pour l'intégralité du corps humain. Donc on forme des hyper spécialistes et qui comprennent pas toujours très bien le rapport entre les organes et les cascades qu'il y a entre une chose et une autre. Et finalement, c'est ce regard-là que la naturopathie, que la phytothérapie, que la médecine holistique m'a apporté. C'est le fait de considérer que il faut prendre quelqu'un dans son ensemble. C'est pas possible de prendre juste un intestin, quoi. Ouais, c'est ça. La bouche, tout fait partie du même conduit, quoi. Donc c'est... Et alors à partir de là, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as toutes ces connaissances? Tu te dis je mets un mot, un diagnostic sur quelque chose. Est-ce que tu retournes voir les médecins? Ouais, je revois. Alors ce qui se passe, là où j'ai le déclic final, c'est que donc j'entends parler du SIBO. Je me dis putain, ça ressemble vachement, mais j'ai pas je sais pas. Je lis, mais je me dis que ça me concerne, mais je ne sais même pas comment faire pour faire en sorte que ce soit reconnu en France, parce que vu qu'on m'en a jamais parlé en France et que j'ai vu déjà 35 gastro-entérologues, je ne sais pas comment faire. Et puis arrive un moment où j'en arrive au stade où je me dis je vais me faire une transplantation fécale, donc un transfert de selles pour récupérer un microbiote sain. C'est quand on prend les selles de quelqu'un et qu'on se les réinjecte soit par voie nasale, orale ou anale, pour que la flore saine de quelqu'un puisse prendre le pas sur la mienne et pour que ensemencer la tienne. Ouais. Exactement. Ça se fait beaucoup dans les cancers du côlon, non, notamment. Aujourd'hui en France, c'est légal que sur une pathologie qui est Clostridium difficile, qui est une bactérie extrêmement pathogène qui parfois tue les gens à force de diarrhée. Et en France, donc, on ne le fait que dans ce genre de cas, dans les hôpitaux. Et donc moi, j'avais pas accès à cette thérapie. Je savais qu'il y avait certains autres endroits dans le monde où il y avait des cliniques privées, évidemment, qui coûtent assez cher, où c'était possible de le faire. Je prends rendez-vous avec une de ces cliniques par téléphone et la personne me dit, bon écoute, on peut te le faire, mais il faut que tu vérifies plusieurs trucs, si tu n'as pas de verre et si tu n'as pas un SIBO. C'est la deuxième fois que j'entends parler du SIBO. Et là, je me dis, moi je veux la faire, cette transplantation fécale. Je suis à bout là. Donc il faut que je vérifie. C'est ça qui me pousse à me dire, ce SIBO, il faut que je l'élimine. Et c'est là que je me remets à lire. Donc je vais sur PubMed, qui est ce moteur de recherche scientifique et médicale sur Internet. Je tape SIBO, je me rends compte qu'il y a 30-40 études diverses et variées dans le monde anglo-saxon. Et je commence à lire comment on se fait dépister
diagnostiquer pour savoir si on a un SIBO. Donc je commence à comprendre qu'il faut avoir accès à une machine qui mesure le type de gaz qu'on produit, de l'hydrogène ou du méthane. Et donc je me mets à la recherche de cette machine. En fait, j'appelle tous les CHU qui ont des centres, ce qu'ils appellent centres d'exploration fonctionnelle de l'intestin. J'appelle et puis au bout d'un moment, j'arrive à trouver un chercheur qui est à la fois entre la clinique et la recherche, qui connaît cette machine, qui a cette machine et qui va pouvoir me mesurer si j'ai une pullulation bactérienne. Donc ça se fait pas, c'est pas facile à faire quoi. En France. Non, c'est hyper compliqué de trouver un. C'est pas un. Ouais, non. On diagnostique pas ça comme ça, quoi. Non, on diagnostique pas ça comme ça et surtout, en fait, on le propose aux gens que quand ils sont en diarrhée. Parce que, en fait, en France, on a un problème avec les machines dans le sens où c'est pas des machines très modernes qu'on a, on n'est pas très bien équipés. Et souvent, les SIBO à l'hydrogène sont des SIBO diarrhée et aujourd'hui, on a des machines qui mesurent presque que l'hydrogène. Tandis que les SIBO constipation sont au méthane avec un autre type de gaz. Et souvent, en fait, dans les hôpitaux en France, on passe un peu à côté du diagnostic parce que vu qu'on considère qu'un SIBO ne peut que être en diarrhée et qu'on ne mesure que l'hydrogène, voilà, ça pose problème. Donc en fait, c'est vraiment le parcours du combattant, rien que pour se faire diagnostiquer. Et moi, si j'avais pas été ultra... Voilà, genre, je cherche cette... En fait, j'étais à la recherche de cette machine, je n'avais plus rien à foutre du médecin. Moi, c'était... où est la machine? Voilà. Donc, j'ai réussi à me faire diagnostiquer. Et après ça, en France et aux États-Unis aussi, on donne un traitement antibiotique, encore une fois, ce qui est un peu antinomique et pas logique, mais en même temps, on ne sait pas quoi faire de ces bactéries qui pullulent dans l'intestin grêle, parce que le problème, c'est qu'on a 2 kilos de bactéries dans le côlon, et c'est absolument normal d'avoir 2 kilos de bactéries qui nous aident à digérer, qui nous aident à créer des neurotransmetteurs, des vitamines, etc. Sauf que ces bactéries, elles sont censées être dans le bas de l'intestin. Et quand ces bactéries, elles remontent dans le haut de l'intestin, parce qu'en fait, on n'a plus de péristaltisme, ça veut dire que l'intestin ne bouge plus assez bien pour que les choses descendent. Donc, c'est comme si l'intestin était un peu mort, et quand les choses sont mortes, les bactéries reprennent le dessus. Et donc, ça fait des bactéries qui sont très hautes dans l'intestin et viennent grignoter très, très immédiatement ce qu'on mange. Donc, c'est normal, par exemple, d'avoir des gaz en fin de digestion. On a quelques proutes et puis on va aux toilettes. Ça annonce le... Ouais. C'est le schéma voilà, classique. Normal. Sauf que quand on a un SIBO, les ballonnements se font extrêmement tôt dans la digestion. Et en fait, ces ballonnements et ces toxines qui sont créées par les bactéries extrêmement tôt vont abîmer les parois intestinales, ce qui va faire qu'on a un intestin poreux. Un intestin poreux, c'est un intestin où des molécules, par exemple nutritives, des molécules alimentaires, vont commencer à passer. Et c'est là qu'on développe des intolérances et des allergies alimentaires. Et en plus de ça, si l'intestin devient trop poreux, on a des molécules et des toxines qui voyagent dans le sang. Si le foie, à ce moment-là, ne fait plus bien son travail parce qu'à un moment, il devient saturé et que... Comme c'est souvent le cas à notre époque. Comme c'est souvent le cas. On va laisser passer des choses dans notre circulation et c'est là que les migraines apparaissent, la fatigue chronique, parfois des problèmes d'arthrite, arthrose pour d'autres personnes, de l'eczéma, de la rosacée, tout un tas de trucs qui peuvent en fait découler d'un intestin qui fonctionne mal. Ouais. Donc, c'est la porte ouverte vers... Avoir un SIBO, c'est la porte ouverte vers énormément de choses. Il y a aussi beaucoup d'enfants autistes qui ont des SIBO. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une corrélation avec un microbiote en très mauvaise santé, un SIBO et l'autisme. Le SIBO est une maladie qui a été démocratisée et qui a été mise en avant beaucoup par des médecins qui traitent de l'autisme. D'accord. Voilà. Et après, on s'est rendu compte que ça ne touchait pas que ces populations-là. Donc, une fois que toi, la machine a diagnostiqué le SIBO, donc au méthane, c'est ça? Ouais, en fait, elle a donc hydrogène et méthane, les deux. Donc enfin, j'ai eu ce diagnostic. Je me suis dit, putain, génial, je ne suis pas folle. Quel bonheur d'avoir juste un mot là-dessus. Ça a été un énorme soulagement. On m'a donné des antibiotiques qui m'ont soulagée. Pendant 1 mois, ça a été le bonheur. J'ai cru que j'étais sortie d'affaire. Ouais. Ce qui était assez fou, c'était à chaque fois que je tombais malade et qu'on me donnait des antibiotiques, par exemple pour une angine, tout d'un coup, mes intestins allaient beaucoup mieux. Donc ça, c'est ce que je dis parfois aux gens, c'est que si vous vous rendez compte que quand vous prenez des antibiotiques pour une autre raison, vous avez un soulagement intestinal, faut peut-être se poser la question. Enfin, c'est donc qu'il y a quelque chose de pathogène et que c'est sans doute le microbiote en soi qui est malade. Ça a été un indice et ça s'est confirmé après quand j'ai pris les antibiotiques qu'on m'a donné, sauf que le problème des antibiotiques, c'est qu'on ne peut pas les prendre sans arrêt et que la pullulation chez moi était constante, revenait et je ne comprenais pas pourquoi elle revenait. Et il y a un moment, le médecin, il me disait, écoute, je peux pas te donner plus d'antibiotiques qu'une fois par an, c'est trop dangereux, donc je ne sais plus quoi faire pour toi. Donc je me suis retrouvée face au mur. Parce que le SIBO, en plus, t'empêche d'avoir une transplantation, visiblement. Pour quelle raison ? Le truc, c'est qu'on ne sait pas régler le problème au niveau de l'intestin grêle.
C'est-à-dire qu'on pense que si on remet des bactéries par-dessus un trop plein de bactéries, ça n'a pas vraiment... finalement, ça n'a pas vraiment de sens. Parce que l'hypothèse du SIBO, c'est qu'il y a non seulement une dysbiose, donc une désharmonie des bactéries, mais il y a aussi un intestin qui n'arrive plus à bouger. C'est l'immobilisation de l'intestin. Et c'est plutôt un lien entre intestin-cerveau avec le nerf vague, plutôt qu'un lien où on se dit, si on change le microbiote, oui, peut-être qu'il va y avoir une amélioration pendant quelques mois, ce qui est souvent le cas. Et après, il y a une rechute, parce que le problème se situe donc intestin, cerveau, nerf vague, et peut-être aussi au niveau des cellules, qui sont les parois de l'intestin. Et en fait, ces parois de l'intestin sont censées aider à maintenir un microbiote sain, parce que ces parois, certaines cellules sont censées créer des antibactériens, et donc ont une capacité régulatrice de la flore. Sauf qu'en fait, je pense que chez moi, il y a plusieurs choses qui vont pas. Il y a un microbiote qui va pas, il y a une immobilité de l'intestin, et en plus, mes cellules ne font plus, pour une raison ou une autre, correctement le travail. Ouais. Ces cellules-là sont aussi censées créer un mucus protecteur qui, à mon avis, fonctionne pas très bien chez moi, ou trop, parce que quand je vais aux toilettes, j'ai beaucoup de mucus qui sort. Donc on voit qu'il y a une suractivité. Il y a un problème pas que au niveau du microbiote. C'est pour ça que c'est une maladie extrêmement complexe à comprendre. Du coup, tes solutions, c'est quoi aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, moi, t'en es où dans la maladie ? Est-ce que ça va mieux déjà ? Alors moi, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Je dirais pas que c'est réglé, mais déjà avoir mis un mot sur le diagnostic, ça a été hyper important. Ensuite, la phytothérapie et tout ce qui est naturo a beaucoup, beaucoup calmé mes troubles, enfin mes gaz, ma douleur, etc. T'as découvert la naturopathie, du coup ? Ouais. Qui t'a aidé au niveau alimentaire ? Alors, au niveau alimentaire et au niveau complément alimentaire et phyto, les deux. L'alimentation est extrêmement importante quand on a un SIBO, parce que l'enjeu, c'est d'essayer de ne pas nourrir les bactéries pathogènes qui sont dans le haut de l'intestin. Donc, c'est très complexe. Moi, aujourd'hui, je fais un régime extrêmement controversé, extrêmement radical, qui est un régime 100% carnivore. Donc je mange que des protéines animales avec des jus de légumes et des jus de fruits. Pour enlever les fibres. Voilà, c'est un régime vraiment sans résidus. C'est un régime qui, moi, me convient à titre personnel, parce que je fermente beaucoup trop si je mange des sucres, des glucides, tout ce qui est féculent et fibres. J'ai 80 à 85% de mes symptômes qui ont disparu, donc c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Ensuite, il y a tout un tas de compléments alimentaires en phyto qui m'ont vachement aidée, comme l'huile d'origan, la lysine, le Nîmes, qui sont plein d'antibactériens. Donc, au lieu de prendre des antibiotiques, j'ai remplacé ça par des plantes, finalement, qui ont le même effet et qui font le même ménage dans l'intestin grêle. Qui ne te détruisent pas, oui. Faut faire attention quand même. Faut faire attention quand même, en fait. Je dirais que c'est peut-être moins agressif qu'un antibio, et encore, j'en suis même pas totalement sûre. C'est juste que j'avais plus besoin de passer par un médecin, déjà de 1. J'avais plus besoin de prescription. Oui. Donc ça m'a complètement libérée. J'ai pas besoin d'aller... voilà, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de prendre des risques, c'est mon problème. Et puis, c'est moi qui régule. Alors, en même temps, c'est toi qui as diagnostiqué ta maladie. Voilà. Donc... Bon. Et donc oui, le régime m'a beaucoup aidé, les compléments alimentaires m'ont beaucoup aidé, et puis aussi refaire ma paroi intestinale avec de la L-glutamine, qui est un acide aminé qui aide beaucoup à rétablir les parois. Après, il y a plein de choses, l'argile verte m'a beaucoup aidé, l'aloe vera, enfin tout un tas de trucs où j'ai fait le cobaye de moi-même. Voilà, j'ai vraiment des caisses et des caisses de compléments alimentaires qui ne servent à rien, et j'ai perdu des milliers d'euros, soyons honnêtes. Oui, faut faire des tests. Voilà, faut faire des tests, mais j'ai aussi trouvé des trucs qui m'ont bien aidé. Donc aujourd'hui, ça va mieux ? Est-ce que tu penses que tu peux arriver à une guérison complète ? Alors moi, j'ai espoir d'arriver à une guérison complète. Je pense qu'aujourd'hui, au stade d'avancement scientifique, pour l'instant, le SIBO et les dysbioses intestinales restent plus ou moins des maladies chroniques. Mais je commence à tisser des liens avec d'autres choses. Je suis restée quand même relativement focus sur intestin-cerveau pendant longtemps. Et maintenant, je commence vraiment à m'intéresser, par exemple, au système endocrinien, à l'importance de la thyroïde, à l'importance du foie, des reins et des émonctoires. Donc, en fait, je suis en train d'essayer d'aller chercher un peu ailleurs, ce qui expliquerait peut-être que l'intestin n'arrive pas à se remettre et que cette flore n'arrive pas à retrouver l'équilibre. Je m'intéresse aussi beaucoup à la micronutrition, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où finalement, on a beaucoup d'obésité, on mange beaucoup de calories, mais en même temps, il y a une sorte de faim cachée qui est une faim en micro, en macro
nutriments, en minéraux, parce que dans nos aliments, il n'y a plus vraiment ce qu'il faut. C'est un mirage, en fait, tous ces aliments. Et je me dis que finalement, si mon corps n'arrive... Parce que je crois à la guérison naturelle, en fait. Je crois à la force de capacité du corps de se relever soi-même. Je pense que c'est jamais un médicament qui nous guérit vraiment. Je pense que c'est un médicament qui nous soutient et qui permet notre guérison. Donc en fait, je me dis, il y a quelque chose que j'ai pas encore compris. Et je cherche ce que j'ai pas compris. Et j'espère qu'à terme, même si ça prend peut-être 10 ans et que c'est un chemin de vie, peut-être que je comprendrai. Et peut-être que c'est juste une vitamine, peut-être que c'est juste un petit truc qui fait que mon corps n'a pas les capacités pour rebondir. Donc clairement, le livre que tu as écrit a changé ta vision de la santé ? Ah, complètement. Ouais, complètement, 100%. Ça... Et c'était aussi une nécessité de partager, parce que souffrir pendant 10 ans comme ça, c'est hyper violent, hyper dur. Et je peux pas décemment me dire que j'ai souffert autant pour rien. Et puis à un moment, quand j'ai découvert cette pathologie, je me suis dit, waouh, doit y avoir énormément de gens qui souffrent de ça, parce que j'entends quand même tout le temps autour de moi, j'arrive pas à digérer, j'ai des gaz, je suis ballonnée, c'est un discours très fréquent. J'étais vachement inspirée par ce qu'ont fait les filles derrière la démocratisation du diagnostic de l'endométriose. J'ai trouvé que c'était hyper inspirant le fait de réussir à mettre comme ça médiatiquement une maladie sur le devant de la scène, une maladie qui était complètement ignorée et pourtant qui est une maladie qui touche énormément de femmes. Ouais, très mal diagnostiquée aussi. Très mal diagnostiquée. Le SIBO, c'est pareil, c'est exactement pareil. C'est pas les médecins qui vont le mettre sur le tapis, et faut que ça passe par des malades activistes. Je me suis rendu compte aux États-Unis qu'il y avait énormément de gens qui avaient des groupes Facebook de malades, des gens qui écrivaient des livres, qui vendent sur Amazon en auto-édition. Ouais. Des gens qui font des blogs, des sites un peu comme toi. Et je me suis dit, mais en fait, je veux faire partie de ça. En fait, c'est ces gens-là qui changent... Devenir patient expert. Voilà, devenir patient expert. Comment t'expliques que on soit si peu informé sur le sujet en France ? Je pense qu'en France, déjà, par exemple, le sujet de l'intestin et de la nutrition, c'est extrêmement touchy. On a des lobbies qui sont bien fat, hein, que ce soit le lobby du lait, le lobby de la viande, le lobby de tout un tas de trucs, des huiles et compagnie. On a une culture aussi culinaire qui est ce qu'elle est, un patrimoine extrêmement... riche, voilà, en même temps riche et en même temps qui a beaucoup de mal à se remettre en question. Oui. On est aussi dans une culture où en fait, vu qu'on a un remboursement par la sécurité sociale, il y a beaucoup de gens qui se posent pas beaucoup de questions. La sécurité sociale, même si c'est génial et que j'aimerais pas être aux États-Unis non plus, décide de ce qui est charlatan et décide de ce qui est vrai et réel. Et vu que tout est remboursé, les gens préfèrent aller à la pharmacie acheter un truc sans... On est encore dans la culture de la pilule miracle en France. Lorsque j'ai l'impression qu'il y a d'autres endroits où on peut... Enfin, vu que ça coûte cher... De toute façon. Voilà, on se pose plus de questions. Ouais, donc en fait, il y a plein de choses qui font qu'en France, on est un peu bloqué. Et finalement aussi, la culture biohacker en France, la culture de la science citoyenne existe très peu. Il y a très peu d'espace pour ça. Ouais. Donc on a l'impression que... la science reste aux scientifiques et que tout le monde est trop teubé pour comprendre, à part ceux qui ont fait médecine ou biologie. Quoi. Voilà. C'est ça, heureusement qu'il y a des nouvelles générations de médecins, comme tu disais, pour une médecine plus intégrative. Exactement. C'est ce que ça nous sauvera tous. Ça nous sauvera tous. Puis responsabiliser les patients aussi. Je sais que ça fait sauter au plafond, mais en réalité, quand tu prends conscience de ce qui t'arrive et que tu as les clés en main, quand même, tu sors d'un système où le chien se mord la queue, quoi. Tout à fait. Moi, j'ai envie de passer un message positif sur la maladie, dans le sens où moi, j'ai l'impression que des fois, ça arrive aussi pour bouleverser sa vie et pour en remettre des choses profondément en question. On a beau souffrir énormément, on n'évolue jamais autant que quand on souffre. C'est une sorte d'ascenseur, à la fois émotionnel, intellectuel, sur plein de niveaux. De vie, ouais, complètement. C'est un ascenseur et finalement, j'espère qu'un jour, je serai 100% guérie pour mettre ça derrière moi. Je pense que je serais une grosse conne si j'avais pas été malade. C'est quoi ta définition de la santé aujourd'hui ? Pour moi, la santé, c'est la prévention. Voilà. Je sais que c'est extrêmement compliqué quand on n'est pas malade de même savoir ce que c'est la santé, parce que c'est tellement ça semble tellement quelque chose d'inné. C'est acquis, quoi. Alors c'est que non. Acquis. Voilà, on se dit c'est comme ça, je vais bien, et on oublie tellement vite la douleur aussi quand on est par exemple au fond du trou avec une bactérie pathogène, un virus. On se rend bien compte que putain, une fois que ça s'en va, mais on s'en rappelle 2 jours que c'était l'enfer. Donc pour moi, c'est vraiment essayer d'être dans cette culture de la prévention et finalement
Récemment, j'étais aux États-Unis, j'ai vu un collectif de phytothérapeutes qui font ça et je trouve ça génial. Tu t'abonnes à une box et ils t'envoient une fois par trimestre plein de plantes et de choses différentes pour faire la prévention, pour pas que tu tombes malade pendant ce trimestre-là selon le type de maladie, la saison. Voilà. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est ça la médecine. Je me suis dit, mais quelle super idée. Au lieu de se ruer à la pharmacie une fois que tu es déjà malade, eh ben non, tu es dans ce processus, voilà, tu prépares ta saison et tu fais en sorte que les petits bobos n'arrivent pas. Parce qu'un petit bobo fait appel à un autre bobo et... Ça dégénère très vite. Ouais. Exactement. Du coup, la maladie, tu l'as définie comment ? Comme un chemin en conscience. Voilà. Est-ce que, je pense que la réponse est claire, mais on peut redevenir acteur de sa santé, donc. Oui, je pense qu'on peut vraiment redevenir acteur de sa santé. Après, j'ai envie de dire qu'on ne connaît pas tout. La vie reste mystérieuse. La façon dont fonctionne la vie, et la vie en soi, ça reste parfois... encore un mystère, et il y a presque quelque chose de beau à ça, de se dire que finalement, moi c'est ce que j'ai fini par comprendre, c'est que mon corps est régi par mon subconscient, toutes les cascades biochimiques sont régies par une intelligence qui n'est pas la mienne, enfin qui n'est pas mon intelligence mentale. Voilà, exactement. Aussi accepter ça, pour moi ça a été une révélation en fait. Il y a une autre force en moi qui est là, c'est un code qui est intégré, et comment on fait pour hacker ce code pour que ça reaille dans le bon sens, quoi. Et qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui souffrent et qu'on case toujours dans cette case de colopathie fonctionnelle, à qui on ne trouve pas de solution ? Alors moi, je pense que colopathie fonctionnelle, ça veut vraiment pas dire grand-chose. C'est juste le grand fourre-tout de on sait pas, en fait, on n'a pas trop envie de chercher. Je pense qu'il y a plein de choses. Ça peut, oui, évidemment, ça peut être lié au stress. Pour certaines personnes, ça l'est, mais en fait, c'est des gens qui vont très vite se rendre compte si leur stress est lié ou pas aux intestins. Pour moi, ça n'a rien à voir, donc je m'en suis vite rendu compte. Après, ça peut être un problème de lien intestin-cerveau, comme disait de Nervac, ça peut être un lien avec le microbiote, la dysbiose, ça peut être un problème thyroïdien, ça peut être énormément de choses différentes. Je pense qu'il faut s'écouter. Si vous sentez que vous êtes infecté, ou si vous êtes convaincu à un niveau très intime qu'il y a un truc qui déconne, faut pas lâcher l'affaire, faut continuer, et puis faut prendre le temps de s'intéresser à soi-même. C'est le plus dur. La remise en question est toujours compliquée. Très changer compliqué. Son mode de vie, son hygiène de vie, ça demande beaucoup d'efforts. Et puis changer aussi peut-être son entourage aussi parfois. Oui, toxique. Voilà, en fait, c'est aller flairer où se trouve la toxicité dans votre vie, que ce soit dans l'alimentation, dans vos relations, et puis ensuite élargir votre champ de possibilités pour... ça se trouve, ce qui va marcher pour vous, c'est l'acupuncture. Pour moi, ça n'a pas marché. Et puis aussi se faire confiance, parce que, en fait, moi, j'ai été tellement brainwashée, j'ai tellement suivi des modes, que ce soit des chemins de médecine conventionnelle ou que ce soit des trends healthy, on va dire, genre, faut manger de l'avocat avec du quinoa et des lentilles, et faut être vegan, il faut ceci, il faut cela, pour être sain. J'ai aussi complètement... gober et adopter ce genre de discours pour me rendre compte que, non, moi, ce que mon corps veut, c'est bouffer des protéines et de la viande. Et même si éthiquement et philosophiquement, je suis pas en accord avec ça, parfois, je me suis rendu compte aussi d'un truc qui a été assez puissant pour moi, c'est de me dire que ce que dit mon mental et ce que dit mon corps, c'est pas toujours en accord, il faut l'accepter. On est tous des individus différents, on fonctionne différemment. Ouais. Tu mets beaucoup d'humour dans ton livre, ça t'aide à t'aérer la tête. En même temps, j'ai appelé ce livre À fleur de paix, donc il fallait que je me suis toujours... tout le monde m'a toujours décrit comme quelqu'un à fleur de peau. Et puis moi, un jour, j'ai dit non, mais je suis à fleur de peau, mais aussi à fleur de paix, parce que j'ai envie de t'exploser, là, j'ai envie de te péter dessus. Il a fallu en rire, parce qu'il y a un moment, je me suis dit, mais c'est l'absurdité de la situation, quoi. Je suis devenue, je sais pas, une machine à prout. C'est le truc le plus débile qui pouvait m'arriver. J'aurais jamais pensé que cette maladie allait m'arriver à moi, et qu'un truc dont tout le monde rigole et tout le monde se fout, et puis c'est une sorte de running gag à longueur de temps, pouvait devenir le problème de ma vie, quoi. Ouais, c'est clair. Quel accueil a reçu ton livre ? Il a reçu un super accueil. J'ai été super étonnée, parce que c'est quand même un livre de niche, j'ai envie de dire, et ça a eu un super retentissement. Là où je pense que j'ai réussi mon coup, c'est que tout d'un coup, le SIBO existe. Il y a une fiche SIBO sur Doctissimo, Psychologie Magazine. Alors là, c'est bon. Voilà, alors là, c'est bon. Bah oui, mais en fait, rien que ça,
C'est-à-dire que quand quelqu'un va taper SIBO et va avoir une fiche Doctissimo, pour moi, c'est déjà... c'est reconnu, quoi. Voilà, c'est reconnu. Alors, ce qui des fois me vexe un peu, mais vexe mon ego, c'est-à-dire que j'ai l'impression que pour pas mal de maladies, il y a toujours quelqu'un de l'ombre derrière qui a fait que ce soit les filles pour l'endométriose, le sida ou autre. T'as quelqu'un qui pousse le truc. Et puis, on va pas forcément citer ton livre, qui parfois, je suis là, genre, mais putain, en fait, ils ont recopié mon livre de A à Z dans l'article, mais ils citent pas forcément l'activiste qui est derrière. Mais bon, au bout d'un moment, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que les gens soient diagnostiqués. Ouais. Et même si c'est un travail, finalement, de l'ombre, c'est ça. Ben, au moins, même si les gens savent pas que c'est peut-être grâce à mon activisme que eux, ils vont pouvoir être pris en charge comme ça. Moi, à chaque fois que j'ai eu une grippe, je me suis pas dit qui a fait en sorte que la grippe... de m'aider. Voilà, exactement. Il faut toujours un point de départ, de toute façon. Exactement. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram surtout. J'ai ma page privée qui s'appelle @doramuto, où je parle beaucoup plus de développement personnel, de chemin de conscience et de choses comme ça. Après, sur @tajoui, donc sur la sexualité féminine et le féminisme. Et puis après, j'ai eu un autre compte qui s'appelle @comment hacker ses intestins, qui est un compte qui est en lien avec ce problème de dysbiose intestinale et qui est en fait un compte qui est relié au docu qui va sortir sur Arte l'année prochaine. L'année prochaine, donc. Voilà, en 2020. Et ton livre, c'est quelle édition ? Alors, c'est chez Guy Trédaniel, qui est un éditeur qui fait plutôt santé, spiritualité. Et ça s'appelle À fleur de paix. Il coûte 22 €. Il est dans toutes les bonnes librairies. Et Amazon, la Fnac et compagnie. Est-ce qu'il y en aura un autre, du coup, avec ces nouvelles recherches que tu continues Alors, c'est ce que j'espère. J'espère vraiment que... c'est ce que je dis dans mon livre. C'est-à-dire que je dis dans mon livre à la fin que je ne suis pas guérie, que c'est juste un chemin que je partage, que ce sont énormément de pistes que je partage, mais j'espère que j'écrirai un autre livre où il y aura peut-être un point final, une conclusion, c'est ce que j'espère très profondément, oui. Écoute, merci beaucoup Dora. De rien, merci à toi. Bouge ton curcuma.